Salut! Dans cette vidéo, tu vas suivre les aventures des disciples de Telmar. Une histoire passionnante, pleine de rebondissements, de violence et de mysticisme. L'histoire commence à Témalion, la grande capitale du monde libre. Mais la terre est malheureusement déchirée par une guerre sans fin qui oppose le monde libre, une dictature militaire, à la rébellion des fanatiques religieux. Notre héros, Yann Feridoun, dans tout cela, n'aspire qu'à une chose, vivre en paix. Mais malheureusement pour lui, tout ne se passera pas exactement comme il l'avait prévu. Je te laisse découvrir la suite, et puis bien sûr, si l'histoire te plaît, n'hésite pas à acheter le livre. Prologue. À quoi rêve cette micro-gouttelette nichée au cœur des nues, ballottée de gauche à droite et de bas en haut? Pour elle, tout n'est que chaos. Foudre et tonnerre sont son quotidien. Pourtant, notre petite goutte d'eau n'aspire qu'à une seule chose, devenir plus grosse et plus grosse encore pour pouvoir enfin s'extirper de son carcan. Elle regarde les autres gouttes, plus grosses qu'elle, tomber inexorablement vers leur liberté, et telle la chèvre de Monsieur Seguin. Elle regarde cette liberté avec envie, jusqu'à ce que, enfin, elle aussi, devienne suffisamment grosse pour quitter le foyer protecteur que lui offre le cocon électrique de cet énorme orage. La chute commence. Elle est vertigineuse, magnifique. À travers le corps cristallin de la goutte, on peut voir le monde se rapprocher à une vitesse folle. Là, loin en dessous, on aperçoit cette ville immense, pleine de lumière. Sa configuration parfaite rappelle à la goutte sa propre forme. Une ville d'une géométrie rigoureuse, séparée en son sein par 4 murs protecteurs, fractionnant de manière infranchissable les quartiers les uns des autres. Elle tombe enfin en plein cœur de la ville. Elle s'écrase et dégouline sur la vitre de cette immense tour faite de verre et d'acier. Que c'est beau ici! Tous ces bâtiments remplis de vie, toutes ces personnes dans les rues qui courent pour se protéger de la pluie, et tous ces hommes habillés de la même manière qui marchent ensemble à ce même rythme mécanique, créant une sorte de musique entêtante. Arrivée au sol, le claquement d'une botte la fait gicler dans le caniveau où elle coule lentement à travers les rues animées, où les gens quittent leur travail pour rentrer chez eux. Quel endroit intéressant! Il y a tant d'animation ici. Notre gouttelette aimerait bien rester là, mais le courant l'amène à travers le premier mur d'enceinte. Derrière ce mur, c'est moins joli, moins lumineux, moins joyeux aussi. On y voit moins de personnes dans les rues, qui se ressemblent toutes, avec de ces grands immeubles froids qui semblent s'épier de leurs grands yeux vides. Cet endroit n'est pas agréable, et notre gouttelette n'est pas mécontente de poursuivre son chemin par-delà cet autre mur. Malheureusement, le spectacle n'est pas meilleur là-bas, et tels les cercles de Dante, il semble que chaque nouveau cercle apporte son lot de calamités. Ici, tout est sale et délabré, et notre jolie gouttelette a perdu de son allure magnifique d'antan. Ici, hormis les hommes en bottes, on ne voit pas grand-chose. C'est seulement moche. Elle ne veut plus avancer, elle ne veut pas voir la suite. Elle en a assez vu. Elle voudrait seulement retourner dans son cocon protecteur qui l'a vu naître. Mais c'est impossible. Elle n'a plus la maîtrise de son voyage, et lorsqu'elle traverse le troisième mur, c'est pire encore. Des explosions, des tirs, des odeurs de poudre et d'essence brûlée. Tout est violence, mort et destruction. Quelle horreur! Vite! Fuyons! Finalement, son voyage s'achève derrière le quatrième mur. Elle échoue au milieu d'une mare saumâtre au cœur des détritus et des immondices. Soudain, un visage crasseux s'écrase dans sa flaque, un corps fauché par un tir perdu. Ces derniers râles forment des petites bulles dans l'eau putride et notre goutte d'eau se noie dans ce corps sans vie. Son voyage s'est terminé dans le 5e cercle de la ville de Témalion, la glorieuse capitale de la liberté, érigée fièrement en quelques années pour témoigner au monde de la force et de la puissance du monde libre face à la rébellion. Première partie, la traque. Premier chapitre, Cécilia. Sa journée avait été épuisante et sa soirée le serait certainement encore plus. Il aurait bien aimé pouvoir rentrer chez lui pour s'abandonner dans son fauteuil puis regarder son émission préférée tout en sirotant une bière tranquillement.
Mais ce soir, sa mère venait leur rendre une petite visite, et comme il rentrait tard, il risquait fort de le recevoir dans la précipitation. Et Yann Feridoun détestait ça. Il détestait d'ailleurs tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin à de l'imprévu. Et le fait de risquer d'être pris de court lors d'une visite de sa mère ressemblait fort à de l'imprévu. À peine eut-il posé le pied dans son bel appartement qu'Arthur, son fils de 4 ans, se jeta joyeusement à son cou. « Papa !» Il l'embrassa en souriant et le reposa par terre. Lucille, sa petite dernière, qui allait sur ses 2 ans et qui avait entendu son frère crier, se précipita à son tour, plus à 4 pattes que debout, tout en gazouillant. « Papa !» Il la prit dans ses bras et l'embrassa à son tour. Puis, il la reposa délicatement. À peine ses pieds eurent-ils touché le sol que la fillette repartit courir après son frère en riant. Il la regarda partir dans le couloir, ne pouvant réprimer un doux sourire, puis, relevant les yeux, il remarqua enfin sa femme qui se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine et qui le regardait avec tendresse, sachant déjà que son mari commençait à s'inquiéter en prévision de la soirée à venir. À les regarder l'un et l'autre, on ne pouvait qu'être saisi par le contraste qu'il y avait entre eux. Autant, Helena était une belle et élégante et terriblement attirante métisse aux yeux verts. On aurait presque dit que ces 2 grossesses n'avaient fait que l'embellir. Autant Yann, quant à lui, qui avait dû être peut-être très attirant quelques années encore auparavant, n'avait plus grand-chose du sexe symbole. On aurait presque dit que c'était lui qui avait subi les effets de ces 2 grossesses. Yann était un quadragénaire plutôt grand et d'une carrure qui aurait pu être impressionnante s'il n'avait pas eu cette jolie brioche naissante qu'il abhorrait fièrement. C'était surtout l'un des rares hommes de race noire à habiter dans le premier niveau de Témalion, la cité de la paix, érigée à la gloire du commandeur Zalak. « Tu rentres bien tard, lui dit-elle en l'embrassant. « Ah, je sais, mon amour, j'ai une journée de dingue. Je sais pas si c'est la saison qui veut ça, mais les rebelles sont particulièrement énervés en ce moment. Ils ont fait un attentat au niveau 3. Il y a eu pas mal de dégâts. On nous a apporté un nombre important d'appareils à réparer, dit-il en retirant sa veste. Il entra dans le salon, tout était impeccable. Sa femme avait dû passer une bonne partie de la soirée à arranger la maison. Et ce n'est pas facile de garder une maison en ordre avec 2 enfants en bas âge, surtout quand ils ont une énergie débordante comme c'était le cas avec Arthur et Lucille. « Tout se passe bien ?» demanda-t-il presque inquiet. « Oh, presque, si rien de grave. Je viens juste de remarquer qu'il ne restait plus de bière et je sais que quand ta mère vient nous voir, elle aime bien boire un verre avec toi pour discuter, répondit-elle d'un ton détaché. Oh non, bon allez, je vais aller en chercher tout de suite. Je crois que j'ai encore un petit peu de temps avant le couvre-feu, dit-il en voyant venir à travers cette pénurie le spectre redouté des problèmes qu'il appréhendait tant. Tu crois vraiment qu'il est nécessaire d'y aller maintenant? Tu viens à peine de rentrer. C'est pas la fin du monde s'il n'y a pas de bière à la maison, tu sais. Oh, t'inquiète pas, le magasin est au bout de la rue. Je n'en ai pour 5 minutes, insista-t-il. Elle lui lança un regard anxieux, mais préféra ne rien dire. Elle savait qu'il stressait déjà bien assez comme ça. Il lui prit les mains, lui sourit et l'embrassa. « Je pars juste acheter de la bière, il n'y a rien à craindre, lui dit-il sur un ton qui se voulait calme et rassurant. « Sûr que tu veux y aller ce soir ?» lui dit-elle doucement en essayant de le retenir contre elle. Elle savait que la guerre l'avait particulièrement traumatisée. Alors qu'elle suivait ses études à Berlin, les rebelles avaient surgi dans son amphithéâtre et avaient massacré presque tout le monde. Elle n'avait survécu que par miracle, mais depuis, elle vivait avec ses fantômes et la peur au ventre. « Bon, sois prudent, finit-elle par dire presque à regret. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui est bien le dernier jour où j'aimerais m'attirer des ennuis. » Il la serra dans ses bras et l'embrassa de nouveau tendrement. « Je t'aime, lui chuchota-t-il avant de partir. Il remit sa veste et quitta leur appartement. L'immeuble dans lequel il vivait était d'un haut standing. Moquette rouge au sol, escalier en marbre avec rambarde en laiton. Toute la décoration était d'un très grand raffinement. Il prit l'ascenseur pour descendre, puis traversa le hall d'entrée, passa les grandes portes vitrées et sortit dans la rue. L'orage avait laissé place à une fine bruine qui tombait doucement, comme pour rafraîchir la ville de sa dure journée de labeur. À cette heure-ci, les rues n'étaient plus éclairées que par les néons des boutiques, ce qui leur donnait de belles nuances multicolores. Tout était si calme. Il n'y avait quasiment plus personne dehors. C'était presque irréel et merveilleux. Au milieu de ces étranges lueurs, Yann se laissait aller à une douce rêverie, avant son appât tranquille. Finalement, pour être heureux,
Il suffisait que très peu de choses, une femme merveilleuse, des enfants adorables, une maison de rêve, que la vie pouvait être belle. Ah, l'amour. Il sentait couler en lui une force infinie. Il se voyait capable de déplacer les montagnes. Yann laissait vagabonder son esprit gaiement, rêvant aux prochaines vacances de rêve qu'il passerait en famille, sur une île paradisiaque là où le soleil brillerait. Ou bien ils iraient dans les Alpes. Elena en rêvait depuis longtemps. Mais jusque-là, Yann avait toujours rechigné. Il trouvait que la montagne manquait terriblement de soleil à son goût. Dans tous les cas, il s'amusait déjà à imaginer les discussions qu'il aurait avec Elena à ce sujet, et les arguments qu'elle lui présenterait pour les faire plier. Ah, ces arguments, il en était certain contre lesquels il ne pouvait rien faire du coup. Il accepterait tout en bloc, encore une fois. Soudain, il fut violemment arraché de sa rêverie.